présentation et nous sommes en retard un petit peu, on s'excuse. J'appelle tout de suite le professeur Nézat de Constantine, chef de service de parodontologie. Chers consoeurs, chers confrères, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier vivement le professeur Heikel, doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg, car c'est grâce à lui que je suis parmi vous. Et sans plus tarder, je dirais que la santé bucco-dentaire est étroitement liée à la santé en général. En effet, de nombreuses pathologies systémiques, de nombreuses maladies systémiques peuvent être associées à des manifestations buccales que le chirurgien dentiste peut traiter. Parmi ces maladies systémiques, nous avons le diabète, qui est une maladie endocrinienne très fréquente, et toutes les données épidémiologiques concluent à une nette augmentation de l'incidence du diabète, tout type confondu. Les patients diabétiques non ou mal contrôlés peuvent présenter des lésions bucco-dentaires, par exemple des caries, des candidoses et plus particulièrement des maladies parodontales qui sont considérées aux États-Unis comme la 6e complication du diabète. De ce fait, l'odontologiste doit procurer des soins optimaux afin d'éviter les complications orales à long terme. Le chirurgien dentiste doit avoir quand même quelques informations sur le diabète et nous allons faire un bref rappel sur cette pathologie qui est définie comme un groupe de maladies métaboliques caractérisées par une hyperglycémie, conséquence de la carence absolue ou relative de l'insuline. Selon les données de l'OMS, en 2025, il y aura 300 millions de diabétiques de par le monde. Ces prévisions s'expliquent par la modification du comportement alimentaire, un mode de vie de plus en plus sédentaire, surtout pour le diabète de type 2, et une augmentation du stress. De ce fait, l'odontologiste, nous chirurgiens dentistes, nous serons amenés à traiter de plus en plus de patients diabétiques. Il existe deux types de diabète. Le diabète de type 1 qui est anciennement appelé diabète insulinodépendant et le diabète de type 2 anciennement appelé diabète non insulinodépendant. La classification a changé depuis 1997. Elle prend en compte l'étiologie plutôt que le traitement. Le diabète de type 1, il touche 5 à 10% des diabètes. Il représente 5 à 10% des diabètes. Il touche l'enfant, l'adolescent et l'adulte jeune. Il est caractérisé par la destruction des cellules bêta de Langerhans, qui se traduit par une carence plus ou moins absolue en insuline. Le diagnostic clinique repose sur la polyurie, la polydipsie, une polyphagie qui est due à une carence intracellulaire en glucose et une perte pondérale. Quant au diagnostic biologique, il repose sur un examen qui est la glycémie à jeun, donc après un jeûne de 8 à 12 heures, qui va nous permettre de distinguer les patients diabétiques des patients non diabétiques. Alors, les patients diabétiques ont une glycémie à jeun égale ou supérieure à 1,26 g par litre, qui correspond à 7 mmol par litre, vérifié à 2 reprises. Les patients non diabétiques ont une glycémie à jeun inférieure à 1,10 g par litre, qui correspond à 6,1 mmol par litre. Alors le rapport entre ces deux entités, grains par litre et millimol, c'est grains par litre multiplié par 5,5 pour avoir en millimol votre glycémie à jeun. Un examen qui va nous permettre d'apprécier l'équilibre du diabète, c'est le taux d'hémoglobine glycosylée. L'hémoglobine A1C, c'est la fixation d'une molécule de glucose sur l'hémoglobine, fixation qui va dépendre de la concentration en glucose du sang et de la durée d'exposition à cette concentration. Comme la durée de vie des hématies est égale à 120 jours, le taux d'hémoglobine glycosylée est une bonne indication de l'équilibre glycémique à long cours. Il s'exprime en pourcentage et il a aussi un avantage, c'est que le patient ne peut ne pas être à jeun. Le traitement médical du diabète de type 1 consiste en une insulinothérapie à vie, une éducation, l'autosurveillance du diabète, un régime alimentaire adapté et bien sûr une activité physique. Quelles sont les manifestations orales que l'on retrouve chez les patients diabétiques? Nous avons tout d'abord la xérostomie, qui est un symptôme consécutif à l'hyperglycémie.
des manifestations muqueuses type perlèche, comme on le voit sur cette photo, aphte. Les candidoses voient leur prévalence augmenter car ceci est dû à une augmentation du taux de glucose dans la salive et une diminution du flux salivaire qui favoriserait l'adhérence candidosique à la muqueuse buccale. Il n'y a pas eu beaucoup d'études concernant les caries chez les diabétiques, mais il est communément admis que le risque de carie est accru chez les diabétiques. C'est pour les raisons suivantes: un taux de glucose augmenté dans la salive, un moins bon fonctionnement des macrophages et des neutrophiles et l'apparition de xérostomie. Il y a eu beaucoup d'études relatant la relation entre maladie parodontale et diabète. Ces études indiquent qu'il y a un lien entre l'hyperglycémie et la prévalence et la gravité de la maladie gingivale, la perte osseuse et la formation de poches parodontales. Et cette relation, elle est bidirectionnelle. De plus, le glucose dans la salive est élevé, ce qui constitue un substrat bactérien, et ça entraîne une formation accrue de plaques dentaires. La fréquentation de diabétiques dans notre service nous a permis de répertorier ces quelques cas. Nous avons ici une gingivite associée au diabète et qui fait partie de la nouvelle classification d'Hermitage de 1999. Donc c'est une patiente de 19 ans qui a eu son diabète à 12 ans et qui a un diabète déséquilibré et qui présente, donc nous voyons une inflammation, saignement, plaque dentaire. Un autre cas de parodontite, cette fois-ci agressive généralisée, chez un adolescent donc âgé de 15 ans, qui a seulement une durée de diabète de 3 ans. Mais c'est un patient qui déjà présente une complication du diabète, à savoir un retard de croissance. L'aspect radiographique objective une perte osseuse généralisée et sévère. Un autre cas de parodontite agressive généralisée, c'est un jeune de 22 ans qui a eu son diabète depuis l'âge de 1 an. Et vous voyez, qui présente un taux d'hémoglobine supérieur à 9%, et qui présente, là c'est un état parodontal qui est explicite pendant qu'il parle de lui-même. Alors, quels sont les mécanismes d'action du diabète sur la santé parodontale? Nous avons une théorie vasculaire. L'hyperglycémie prolongée entraîne des modifications vasculaires, donc la paroi des vaisseaux va se retrouver épaissie. Nous avons aussi une théorie immunologique à la dysfonction des polynucléaires neutrophiles, à savoir une baisse du chimiotactisme, de l'adhérence aux parois des vaisseaux et de la phagocytose. Le métabolisme du collagène, qui est le principal constituant du parodonte, est altéré. On a une diminution de la synthèse, de la maturation et de l'homéostasie. Alors, qu'en est-il des jeunes diabétiques à Constantine? J'ai récapitulé une étude que nous avons menée en 2003. Cette étude avait pour but de dresser un tableau relatif à l'état bucco-dentaire des jeunes patients atteints de diabète de type 1. Elle s'est déroulée entre octobre 2000 et septembre 2001 et nous a permis de colliger 139 diabétiques et 303 témoins, dont l'âge variait entre 5 et 19 ans. L'examen clinique a permis d'évaluer l'hygiène buccale, l'inflammation gingivale, le degré d'atteinte parodontale et le degré d'atteinte de la denture. Les résultats ont montré que le nombre moyen de dents absentes était plus élevé chez les diabétiques par rapport aux témoins, que le degré d'inflammation gingivale était également plus élevé chez les diabétiques malgré une hygiène orale similaire. Le nombre moyen de sites avec poche parodontale égale ou supérieure à 4 mm était également élevé chez les diabétiques par rapport aux témoins. Et de même, le pourcentage de diabétiques avec parodontite était plus élevé chez les diabétiques que par rapport aux témoins. Donc cette étude nous montre que les diabétiques sont des patients à haut risque parodontal. Quelles sont les règles de base que l'on doit tenir compte pour prendre en charge ces patients diabétiques? Alors, dès qu'un patient arrive en consultation, il faudrait recueillir des renseignements, à savoir le type et la durée du diabète, consulter son carnet de santé pour voir déjà quelle est la dernière visite chez son médecin traitant, les dernières analyses, savoir s'il a fait des glycémies aussi bien capillaires que des glycémies à jeun,
son dernier taux d'hémoglobine glycosylée et quelle est la médication en cours. Afin de planifier les soins, les rendez-vous doivent être pris en matinée, doivent être de courte durée. Il faudrait s'assurer que le patient diabétique s'est alimenté avant le rendez-vous et ne pas modifier son traitement antidiabétique. En cas de doute, ne pas hésiter à prendre contact avec son médecin traitant. Alors nous avons deux types de patients, soit que le diabète est équilibré, avec un taux d'hémoglobine glycosylée inférieur à 7%, une glycémie à jeun inférieure à 1,10 g par litre, son autosurveillance glycémique est efficace et aussi qu'il est suivi médicalement et sa complication, si elle existe, est bien prise en charge. Dans ce cas, le patient est considéré comme sain et nous pouvons le prendre en charge normalement comme un sujet non diabétique. Un autre patient dont le diabète n'est pas équilibré, ça veut dire que son taux d'hémoglobine glycosylée est supérieur à 7% à 2 reprises, que sa glycémie à jeun est supérieure à 1,10 g par litre, que son autosurveillance glycémique sur le carnet est inefficace, suivi médical aussi irrégulier, et les médications en cours ne sont pas respectées. Alors le patient est considéré à risque infectieux, et il faut penser aussi au retard de cicatrisation si on pense à faire une chirurgie. Dans ce cas, il faudra reporter les actes chirurgicaux, sinon seules les chirurgies mineures seront effectuées et en respectant le respect des précautions pré-, et post-opératoires. La prévention joue un rôle important dans le contrôle des patients diabétiques qui nécessitent des contrôles de plaques et des détartrages plus fréquents que chez les patients non diabétiques. Je conclurai en disant qu'il faudra veiller à une prophylaxie rigoureuse chez les patients diabétiques car la plaque reste quand même déterminante dans l'apparition et l'évolution des maladies parodontales et il faudra surveiller le parodonte du jeune diabétique afin d'apporter les soins nécessaires à la prévention des atteintes parodontales. L'odontologiste, c'est une conclusion que l'on retrouve dans presque tous les articles. L'odontologiste doit s'intégrer ou doit être intégré, si l'on veut, dans l'équipe thérapeutique en ayant un rôle actif dans la prévention, le diagnostic et le traitement des infections parodontales liées au diabète. Je vous remercie.